Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Léaumont, le député de l'Essonne. Je vous fais cette petite vidéo d'introduction pour vous parler des vidéos qui vont suivre. En fait, je vous ai mis bout à bout toutes mes interventions sur le projet de loi pouvoir d'achat et sur le projet de loi de finances rectificative lié à ce projet de loi pouvoir d'achat. En fait, pour le résumer en quelques mots, ce projet de loi pouvoir d'achat n'est pas un projet de loi pouvoir d'achat. C'est un projet de loi qui fait perdre du pouvoir d'achat et c'est ce que nous avons expliqué à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Eh bien parce que les augmentations qu'il prévoit, notamment par exemple des minima sociaux ou des retraites, restent inférieures au niveau de l'inflation. Donc en réalité, les gens avec ce projet de loi vont perdre du pouvoir d'achat. Il y a eu un autre débat qui a centralisé nos critiques dans l'Assemblée nationale, c'est celui sur les primes et l'intéressement d'une part et les salaires d'autre part. Nous avons défendu avec les députés de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale l'augmentation des salaires. Ça se concrétisait notamment par une proposition d'augmentation du SMIC à 1 500 €, proposition qui a été rejetée par l'ensemble de l'Assemblée nationale hors NUPS. C'est-à-dire que le Front National, La République En Marche et les Républicains ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Et à l'inverse, qui était proposé par La République En Marche, le Rassemblement National, etc., c'était l'augmentation possible des primes et de l'intéressement dans les entreprises. Alors pourquoi nous avons critiqué ça ? Eh bien pour une raison principale qui est que c'est au bon vouloir de l'employeur que cet intéressement et que ces primes, d'une part, et puis ensuite que c'est instable, c'est-à-dire que vous ne savez pas si vous allez avoir une prime, vous ne savez pas si vous allez avoir de l'intéressement parce que c'est lié au résultat de l'entreprise, tandis que le salaire est fixe et on sait de quoi il retourne. Avec un salaire, une augmentation de salaire, vous pouvez faire un emprunt, vous pouvez acheter votre maison, acheter votre voiture, bref, le salaire c'est de la stabilité, la prime et l'intéressement c'est de l'instabilité. Or, dans un contexte d'augmentation des prix, d'inflation, eh bien on a besoin d'un maximum de stabilité et vous le savez, vous qui regardez cette vidéo. Alors il y a un petit sujet aussi sur l'ouverture des centrales à charbon parce que dans ce projet de loi, eh bien, le gouvernement se propose de rouvrir une centrale à charbon et ça a été l'occasion de faire le bilan critique de la politique énergétique française et notamment du nucléaire. Bref, je vous laisse regarder ces interventions sur ce projet de loi et comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Collègues, on vous prend en mot. Vous nous parlez sans arrêt de compromis et on essaye de vous proposer des choses utiles. Vous nous dites que vous voulez défendre, les petits salaires, les petites entreprises et les très petites entreprises. Et chaque fois qu'on vous a proposé quelque chose pour vous prendre au mot, pour faire ce que vous nous dites, vous avez refusé ce que nous vous proposons. Nous vous avons proposé que la prime ne soit pas exonérée de cotisations patronales pour les salaires de plus de 7 000 €, refusé. Nous vous avons proposé que la prime ne soit pas exonérée de cotisations patronales pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, refusé. Nous venons de vous proposer que cette prime ne soit pas exonérée de cotisations patronales pour les entreprises qui font de la fraude et de l'évasion fiscale, refusé. Voilà ce que vous faites. Votre compromis n'existe pas nulle part, jamais. Et par les amendements que nous vous proposons simplement de faire ce que vous prétendez vouloir faire, aider les petites entreprises, petits salaires. Vous êtes des menteurs, vous refusez systématiquement tout ce que nous vous proposons. Merci, monsieur Léaumont. Il y a des entreprises, Madame Dalloz, dans lesquelles ce sont les salariés qui décident des salaires qu'ils se versent. Ça s'appelle les entreprises coopératives. Je tenais à vous le rappeler parce que c'est un modèle que nous pourrions largement déployer. Et puisque tout à l'heure, votre collègue nous a accusés d'être des marxistes, eh bien, après tout, revenons-en au marxisme. Posons-nous quelques questions. Il y a une théorie intéressante qui s'appelle la théorie de la plus-value. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous créez de la richesse et la question est celle du partage de la richesse à l'intérieur de cette entreprise. Dans un certain nombre de cas, la plus-value va, pour l'essentiel, et dans les grandes entreprises en particulier, elle va chez les capitalistes. Nous proposons simplement une chose en vous parlant de salaire plutôt que de prime. Nous vous proposons que la plus-value soit répartie, soit partagée de manière durable et non pas temporaire, soit partagée de manière durable et non pas temporaire au bénéfice des salariés. Nous connaissons le monde de l'entreprise, mais à votre différence, nous discutons davantage avec les salariés qu'avec les patrons. C'est peut-être de là que vient la différence.
Par cet amendement, nous voulons vous proposer de soumettre à cotisation maladie les sommes versées au titre de l'intéressement. Il faut savoir que ces exonérations de cotisation coûtent déjà 1,7 milliard d'euros à l'État. Vous qui nous faites des leçons sans arrêt sur financer l'État, sur la dépense publique, sur la dette, etc., vous devriez adopter cet amendement puisque c'est un amendement qui est utile pour les finances publiques, qui est utile pour le financement de la sécurité sociale, qui a déjà été très durement touché par le Covid. Je veux vous expliquer parce que dans le débat on parle beaucoup pourquoi intéressement et prime versus salaire. L'intéressement et la prime font concurrence au salaire et en fait vous avez vous-même justifié ça en disant que c'était un outil de partage de la valeur. Donc si c'est un outil de partage de la valeur parmi d'autres, nous préférons le salaire, mais je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que comme nous connaissons mieux le monde du salariat par rapport à vous, nous savons que quand on est salarié, on préfère avoir un salaire parce que le salaire, il a une différence avec la prime et avec l'intéressement, c'est qu'il est fixe, il est prévisible, il donne de la visibilité dans le temps. Quand on a un salaire élevé, on peut emprunter pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Voilà ce qu'on peut faire quand on a un salaire qui est fixe. Or, quand on a une prime, on n'en sait rien. On ne sait pas de combien elle sera, on ne sait pas quel sera le montant, on ne sait pas du tout ce qu'il en sera et on ne sait même pas si on l'aura. Quant à l'intéressement, c'est la même chose. On ne sait pas non plus si on aura un intéressement élevé ou non. Donc voilà, en décidant de remettre les cotisations sur l'assurance maladie, sur les primes d'intéressement, vous participez au moins à financer la sécurité sociale, ça serait déjà pas mal. Merci. Il y a un mot central dans cet amendement, chers collègues, c'est aléatoire. Aléatoire, c'est un mot qui a été également utilisé par Madame la rapporteure, par Monsieur le ministre, pour nous dire qu'il fallait garantir le fait que ces primes cet intéressement puisse être aléatoire. Mais vous savez, les gens qui doivent faire les courses, c'est pas aléatoire. Les gens qui doivent mettre de l'essence dans la voiture pour aller au travail, c'est pas aléatoire. Les gens qui doivent payer tous les mois un loyer, c'est pas aléatoire. Les gens qui doivent payer les factures de gaz, d'électricité, c'est pas aléatoire. Donc, par contre, il y a une chose qui rend la vie aléatoire, c'est l'augmentation des prix. Et pour y faire face, il y a une manière simple d'y faire face, c'est d'augmenter les salaires parce que ça, justement, c'est pas aléatoire. La vie des gens n'est pas celle des actionnaires, la vie des gens n'est pas celle des spéculateurs, la vie des gens n'est pas un casino, la vie des gens n'est pas aléatoire et pour y faire face, ils ont besoin d'un salaire. Vous voulez, avec cet amendement, aligner le régime fiscal du rachat de RTT sur les heures supplémentaires, c'est-à-dire supprimer les cotisations sociales et supprimer l'impôt sur le revenu. Sur le principe, c'est toujours bien, c'est-à-dire que vous dites que ça va augmenter le salaire net. Mais en réalité, les cotisations et l'impôt, c'est du salaire socialisé. C'est la sécurité sociale, c'est l'école publique, c'est l'hôpital public. Bref, c'est du pouvoir d'achat. Vous voulez nous faire en quelque sorte le coup du portefeuille, c'est-à-dire vous allez chez votre voisin et vous lui prenez son portefeuille discrètement pour lui dire ensuite « Tiens, c'est cadeau ». C'est ça que vous êtes en train de faire avec les citoyens. La vérité, c'est que vous appauvrissez volontairement la sécurité sociale et cela depuis 2019 où vous avez exonéré les heures supplémentaires avec la non-compensation. Vous êtes en train de tuer la sécurité sociale, vous commettez un crime de sécucide. Notre maison brûle et nous ne pouvons plus regarder ailleurs puisque les incendies sont désormais en bas de chez nous. Vous proposez avec cet article de faciliter l'ouverture des centrales à charbon avec des CDD de 3 ans, ce qui laisse entendre que c'est des choses que vous voulez faire dans la durée puisque 3 ans, ce n'est pas court. Quelle ironie! Ceux qui nous disaient que le nucléaire allait permettre de ne pas rouvrir des centrales à charbon, ceux qui nous disaient que sortir du nucléaire, ça allait être à coup sûr la réouverture des centrales à charbon, voilà la situation dans laquelle nous a mise l'impréparation sur ce sujet. C'est la preuve, cet article, de l'échec du nucléaire. Et pourtant, vous vous obstinez. Vous voulez faire 1 milliard d'euros pour le grand carénage. 100 milliards d'euros pour le grand carénage, il est tard. Sachez qu'avec ces 100 milliards d'euros, on pourrait faire 33 à 66 parcs éoliens offshore, ce qui est l'équivalent, accrochez-vous, en puissance installée, de 36 à 73 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire plus que le nombre de réacteurs nucléaires qui sont actuellement en activité.
Alors, vous allez me dire peut-être que c'est une énergie intermittente, mais en réalité, le nucléaire est d'ores et déjà devenu une énergie intermittente. Et vous pourriez, si vous arrêtiez de privatiser les barrages, faire en sorte d'avoir de quoi faire le niveau d'énergie qui permet qu'elle soit toujours à niveau constant. Il faut faire maintenant cette sortie du nucléaire parce que le changement climatique va rendre le nucléaire d'autant plus intermittent. Les rivières se réchauffent, les rivières sont moins remplies, vous pourrez moins refroidir les centrales nucléaires. C'est donc une énergie qui est vouée à disparaître parce qu'elle ne sera plus, nous ne serons plus capables de l'utiliser. Voilà donc le retour des centrales au charbon par ceux-là même qui nous disaient qu'il était impossible qu'elles reviennent avec... Monsieur Léaumont. Tout à l'heure, Madame la Ministre, vous nous avez dit que nous avions du retard sur le développement des énergies renouvelables à cause des problèmes administratifs. Nous nous rendons compte ce soir que vous êtes capable de faire voter l'installation de terminal gazier en dérogeant à toutes les règles de l'environnement, la réouverture d'une centrale à charbon en dérogeant au droit du travail. Vous voyez que quand vous avez des problèmes, vous êtes capable d'aller vite sur certaines choses, allez plus vite sur les énergies renouvelables, rendez la France réellement indépendante pour son énergie. C'est juste pour revenir sur des choses qui ont été dites par Monsieur le Ministre. Vous dites le nucléaire, ça marche. Bon, bah non, ça marche pas. Dans la loi, le projet de loi que nous avons voté, je vous rappelle quand même que vous nous faites rouvrir une centrale à charbon. Vous-même qui nous aviez dit que si on sortait du nucléaire, ça serait le retour des centrales à charbon. Donc non, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas davantage puisque avec le changement climatique qui provoque un réchauffement des rivières, on a de plus en plus de problèmes à refroidir les centrales nucléaires. Et vous avez d'ailleurs déjà voté des dérogations, 4 dérogations sur ce sujet. Enfin, vous ne savez toujours pas comment gérer les déchets qui sont un coût considérable. Vous ne faites pas entrer dans le coût du... Vous ne faites pas entrer dans le coût du nucléaire le prix du démantèlement des centrales. Pas plus que vous ne faites entrer dans le coût du nucléaire le prix du grand carénage, et j'y reviendrai dans un tout petit instant. Par ailleurs, pour des gens qui nous parlent sans arrêt de l'indépendance de la France, je rappelle que nous importons la matière première depuis notamment le Kazakhstan, qui n'est pas une démocratie exemplaire, disons, pour être sympathique. Enfin, pour le grand carénage, je rappelle que le coût est de 100 milliards d'euros et qu'avec cet argent-là, nous pourrions faire 33 à 76 parcs éoliens en mer qui, en puissance installée, serait supérieur à la production installée du nucléaire français. Donc franchement, au bout d'un moment, non, le nucléaire ne marche pas. C'est simplement pour répondre à Madame Ménard. Vous nous dites les riches payent des impôts toute leur vie. On ne dit pas le contraire, on dit juste qu'ils n'en payent pas assez. C'est ça le point central. Quand nous avons inventé l'impôt sur le revenu, le point central de l'impôt sur le revenu, c'était sa progressivité. Or, désormais, l'impôt n'est plus progressif. C'est ça le principal problème. C'est qu'à force de faire des cadeaux aux plus riches, comme vous n'avez cessé de le faire depuis des années, ce qui se passe, c'est que l'impôt est de moins en moins progressif, à tel point que, en pourcentage de revenus, les plus riches de notre pays payent moins d'impôts que les plus pauvres de notre pays. Voilà le problème. Si vous voulez, et vous nous le dites sans arrêt, faire de la bonne gestion de la finance publique, eh bien, si vous voulez faire de la bonne gestion de la finance publique, il vous faut taxer davantage les plus riches. Nous avons déjà eu dans la discussion les exemples des pays frontaliers de la France qui ont pris des mesures pour taxer les grandes entreprises. Mais il faut aussi taxer les individus qui sont les plus riches, en rétablissant l'ISF par exemple, en rétablissant la flat tax également. Voilà, nous sommes soucieux de la dépense publique, nous sommes soucieux des finances publiques, et donc nous vous proposons des mesures qui permettent de les rétablir en taxant davantage ceux qui ont beaucoup. Pour un rappel au règlement, allez-y. Sur la base de l'article 70 alinéa 3. Franchement, chers collègues, ça commence à être insupportable. Chaque fois que ma collègue Aurélie Trouvé prend la parole, vous faites des remarques, vous faites des gestes à propos de ses prises de parole. C'est insupportable. Franchement, vous vous en rendez même pas compte, c'est un comportement machiste. C'est un comportement machiste. Donc, au bout d'un moment, calmez-vous sur ça. Ça va bien se passer. Laissez ma collègue Aurélie Trouvé prendre la parole tranquillement et respectez un peu nos collègues féminines. Comme l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons est indispensable à la vie. C'est un bien commun. Alors avec cet amendement, nous vous proposons donc de baisser la TVA à 0%
sur l'acheminement en eau, mais aussi sur l'assainissement. Pour 2 millions de Français, la facture d'eau dépasse les 3% du revenu total. Donc avec cette mesure, nous sommes en train de discuter d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Avec cette mesure, vous auriez une mesure justement qui permettrait directement d'augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes et en particulier de nos compatriotes d'outre-mer pour qui l'accès à l'eau est, vous le savez, très problématique et où les factures d'eau sont extrêmement élevées. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin et faire la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, mais nous en parlerons tout à l'heure dans l'article 6. C'était une proposition que nous avions portée dans la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, avec l'idée d'inscrire le droit à l'eau dans la Constitution. L'eau n'est pas un bien comme les autres, ce n'est pas une marchandise comme les autres, c'est un bien qui est indispensable à la vie. Nous vous proposons une mesure pour garantir ce droit. Je vous remercie. Nous vous proposons donc avec cette proposition de rendre gratuits les premiers litres d'eau indispensables à la vie. Nous vous proposons d'en faire un droit universel, c'est-à-dire, et ça devrait vous intéresser, un droit qui touche à la fois les pauvres et à la fois les riches, parce que nous considérons, nous, que les êtres humains sont égaux face à ce droit à vivre. L'eau n'est pas un bien privé, c'est un bien commun et il est indispensable à la vie. Nous voulons pour notre part aller plus loin et inscrire ce droit à l'eau dans la Constitution. Nous avions d'ailleurs déposé en 2018 une proposition de loi à ce sujet. Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait porté cette proposition et sa traduction, c'est la gratuité. Sachez, et j'espère vous convaincre sur cette base-là, parce que nous parlons aussi à nos électeurs, que 82% des Français sont favorables à cette gratuité. Ils sont 92% chez les électeurs de la France Insoumise et du Parti Socialiste, mais ils sont aussi, accrochez-vous parce que ça va peut-être vous faire réfléchir, 89% chez les électeurs du Rassemblement national, 78% chez les électeurs de La République En Marche, 72% chez les électeurs des Républicains. Aussi, chers collègues, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à son article 6 dit que la loi est l'expression de la volonté générale, je vous invite ce soir à faire de la loi la volonté générale. Merci. Nous vous proposons ici un rapport dans 6 mois sur la perte de pouvoir d'achat que ce projet de loi, qui n'est pas un projet de loi pour le pouvoir d'achat, fera sur les pensions et les prestations sociales. Vous vous vantez de coups de pouce, mais en réalité, vous donnez maintenant ce que vous auriez dû de toute façon donner plus tard. Et l'augmentation de 4% de ces prestations ne compense même pas l'inflation qui sera aux alentours de 6% sur l'année. Vous vous cachez par ailleurs derrière les revalorisations survenues en début d'année, mais en réalité, ces revalorisations survenues en début d'année ne font que compenser l'inflation de l'année dernière, donc ce n'est pas à la hauteur. Il faut donc un rapport qui permette de savoir combien les gens ont perdu avec votre projet de loi, qui n'est pas un projet de loi pour le pouvoir d'achat, qui est un projet de loi qui fait perdre du pouvoir d'achat. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces interventions à l'Assemblée nationale vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus et à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je les lis. Ils m'intéressent toujours beaucoup et ils sont pleins de précieux conseils que je prends avec plaisir à chaque fois. Voilà, je vous laisse et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!